Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite reprendre la lecture de Anna Karenine de Tolstoï et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'en étais aussi à la 6e partie, chapitre 25. Et j'ai l'impression d'avoir de la purée dans la bouche, tout ça va être très pratique. Nous verrons bien. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore pour votre écoute. Chapitre 25. Vronsky et Anna passèrent à la campagne la fin de l'été et une partie de l'automne sans faire aucune démarche pour régulariser leur situation. Ils avaient résolu de ne point bouger de Vozdvizhenskoïe, mais après le départ de leurs invités, ils sentirent que leur vie devait forcément subir quelques modifications. Rien de ce qui constitue le bonheur ne leur manquait en apparence. Ils étaient riches et bien portants, ils avaient un enfant et des occupations. Anna continuait à prendre le plus grand soin de sa personne. Abonnée à plusieurs journaux étrangers, elle faisait venir les romans et les ouvrages sérieux qu'il prenait et les lisait avec l'attention soutenue des solitaires. Aucun des sujets susceptibles de passionner Vronsky ne lui restait indifférent. Douée d'une excellente mémoire, elle puisa dans des manuels et des revues techniques des connaissances qui surprirent d'abord son amant. Mais quand elle lui eut montré ses références, il admira son érudition et prit l'habitude de la consulter sur des questions d'agronomie, d'architecture, voire de sport ou d'élevage de chevaux. Elle prenait aussi un vif intérêt à l'agencement de l'hôpital et fit adopter certaines innovations dont elle avait eu l'idée. L'unique but de sa vie était de plaire à Vronsky, de le seconder en toute chose, de lui remplacer ce qu'il avait quitté pour elle. Touché de ce dévouement, le comte l'appréciait à sa juste valeur. À la longue, cependant, l'atmosphère de tendresse jalouse dont Anna l'enveloppait lui devint à charge et il éprouva le besoin d'affirmer son indépendance. Son bonheur eût été complet, croyait-il, n'étaient les scènes pénibles qui marquaient chacun de ses départs pour les courses ou les assises de paix. Il trouvait en effet fort à son goût le rôle de grand propriétaire et se découvrait des aptitudes sérieuses pour l'administration de ses biens. Malgré les sommes énormes consacrées à l'édification de l'hôpital, à l'achat de machines, de vaches suisses et de bien d'autres objets, sa fortune allait en augmentant parce qu'il s'en tenait à des méthodes de culture éprouvées et faisait preuve jusque dans les plus petites choses d'un grand esprit de prudence et d'économie. S'agissait-il d'affermir une terre, de vendre son bois, ses blés, sa laine, il défendait ses intérêts durs comme roc. Pour les achats, il écoutait et questionnait sa fine mouche de régisseur allemand, n'acceptant guère que les innovations les plus récentes et qu'il jugeait de nature à faire sensation autour de lui. Encore ne s'y décidait-il qu'en cas d'excédent de caisse et après avoir âprement discuté le prix de chaque objet. Avec de pareilles méthodes, il ne risquait pas de compromettre sa fortune. La noblesse de la province de Kachine, où étaient situées les terres de Vronsky, de Sviatsky, de Koznichev, d'Oblonsky et en partie celle de Lévin, devait procéder au mois d'octobre à l'élection de ses maréchaux. En raison de certaines circonstances, l'événement attirait l'attention générale et certaines personnalités, qui jusqu'alors s'étaient toujours abstenues, s'apprêtaient à venir de Moscou, de Pétersbourg, voire de l'étranger. Un peu avant la réunion, Sviatsky, visiteur attitré de Vozdvizhenskoïe, vint rappeler au comte sa promesse de l'accompagner au chef-lieu. La veille du départ, Vronsky, tout préparé à une lutte dont il tenait à sortir vainqueur, annonça d'un ton bref et froid qu'il s'absentait pour quelques jours. À sa grande surprise, Anna prit cette nouvelle avec beaucoup de calme, se contenta de lui demander l'époque exacte de son retour et ne répondit que par un sourire au regard scrutateur dont il l'enveloppa. Sa méfiance fut aussitôt éveillée. Quand Anna se renfermait complètement en elle-même, c'était signe qu'elle était résolue à quelque extrémité. Néanmoins, pour éviter une scène désagréable, il fit semblant de croire, ou peut-être en partie, qu'elle était devenue plus raisonnable. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas, dit-il simplement. « Oh non, j'ai reçu hier un envoi de la librairie Gautier, cela m'occupera. » C'est un nouveau ton qu'elle adopte, se dit Vronsky. Tant mieux, j'en avais assez de l'ancien. Il la quitta sans qu'ils se fussent expliqués à fond, ce qui ne leur était encore jamais arrivé. En dépit d'une vague inquiétude, il espérait que les choses s'arrangeraient. Elle finira par entendre raison, songeait-il, car enfin je suis prêt à tout lui sacrifier, tout,
sauf mon indépendance. Chapitre 26. Lévin était rentré à Moscou en septembre pour les couches de sa femme et y vivait depuis un mois dans une oisiveté forcée. Serge Ivanovitch, qui se passionnait pour les élections de Kachine, lui rappela que ces terres du district de Selesniev lui donnaient voix au chapitre et l'invita à l'accompagner. Bien qu'il eût justement des affaires à régler pour sa sœur, qui habitait à l'étranger, Lévin hésitait à partir. Mais voyant qu'il s'ennuyait dans la capitale, Kitty l'empressa fort et lui commanda en secret un uniforme de délégué de la noblesse. Cette dépense de 80 roubles leva ses dernières hésitations. Au bout de 6 jours de démarche à Kachine, les affaires de sa sœur n'avaient pas fait un pas. La première, une question de tutelle, ne pouvait être résolue sans l'avis des maréchaux, et ces messieurs ne songeaient qu'aux élections. La seconde, l'encaissement de la redevance de rachat, se heurtait également à des difficultés. Personne ne faisait opposition au paiement. C'était déjà un point d'acquis. Après combien de tracas? Mais, si complaisant qu'il fût, le notaire ne pouvait encore donner un bon sur la trésorerie, le payeur général, dont la signature était indispensable, ayant dû s'absenter pour raison de service. Le temps se passait en conversation avec de fort braves gens, très désireux de rendre service au solliciteur, mais impuissants à lui venir en aide. Ces allées et venues sans résultat ressemblaient fort aux efforts inutiles qu'on fait en rêve. C'était la comparaison qui venait à l'esprit de Lévin au cours de ses fréquents entretiens avec son homme d'affaires. « Essayez donc de voir celui-ci ou celui-là, lui disait cet excellent homme pour aussitôt ajouter « Vous n'arriverez à rien, mais essayez toujours ». Et Lévin, suivant son conseil, se rendait chez celui-ci ou chez celui-là, qui le recevait fort bien et n'avançait en rien ses affaires. Si encore il se fût agi d'une contrariété parfaitement compréhensible, comme de faire queue aux heures d'affluence devant un guichet de chemin de fer, mais non, il se heurtait ici à un obstacle secret dont la nature lui échappait. N'était-ce pas à perdre la tête? Par bonheur, le mariage l'avait rendu plus patient et il trouvait dans son ignorance des rouages administratifs une raison suffisante pour supposer que les choses suivaient un cours pleinement normal. Il appliquait cette même patience à comprendre les manœuvres électorales qui agitaient autour de lui tant d'hommes estimables et faisait de son mieux pour approfondir ce qu'il avait autrefois traité si légèrement, comme bien d'autres choses dont l'importance ne lui était apparue que depuis son mariage. Serge Ivanovitch ne négligea d'ailleurs rien pour lui expliquer le sens et la portée des nouvelles élections. Sniedkov, le maréchal actuel, était un homme de la vieille roche, honnête à sa façon et qui avait dépensé une grosse fortune. Ses idées arriérées ne cadraient plus avec les besoins du moment. Comme maréchal, il disposait de sommes considérables et avait la haute main sur des institutions de première importance telles que les tutelles. Lévin en savait quelque chose. Les établissements d'enseignement, lui, un obscurantiste. Le Zemstvo, dont il voulait faire un instrument de classe, il s'agissait de le remplacer par un homme nouveau, actif, imbu d'idées modernes, capable d'extraire du Zemstvo tous les éléments de self-government qu'il pouvait fournir. Si on savait s'y prendre, la riche province de Kachine pouvait, une fois de plus, servir d'exemple au reste de la Russie. À la place de Sniedkov, on mettrait Zvievski, ou mieux encore Neviedovski, un ancien professeur très intelligent et ami intime de Serge Ivanovitch. La session fut ouverte par un discours du gouverneur, lequel engagea messieurs les gentilshommes à n'envisager dans leur choix que le dévouement au bien public. Ce serait la meilleure façon de remplir leurs devoirs et de répondre à la confiance que mettait en eux l'auguste monarque. Son discours terminé, le gouverneur quitta la salle suivi de messieurs les gentilshommes qui l'acclamaient bruyamment et l'accompagnèrent jusqu'au vestiaire. Lévin, qui désirait ne perdre aucun détail, arriva juste pour le voir mettre sa pelisse et l'entendre dire au maréchal « Présentez, je vous en prie, à Marie Ivanovna tous les regrets de ma femme. Elle doit faire une visite à l'asile. » Sur ce, messieurs les gentilshommes mirent à leur tour leur pelisse et s'enfurent à la cathédrale. Là, Lévin, levant la main avec ses collègues et répétant comme eux les paroles que prononçait l'archiprêtre, prêta un serment dont la teneur correspondait en tout point aux vœux émis par le gouverneur. Et comme les cérémonies religieuses impressionnaient toujours Lévin, il fut touché d'entendre cette foule de vieillards et de jeunes gens proférer avec lui une formule aussi solennelle.
Le lendemain et le surlendemain, on s'occupa du budget et du collège de jeunes filles, question qui, à en croire Serge Ivanovitch, n'offrait aucun intérêt. Lévin en profita pour faire ses démarches. Le 4e jour, on vérifia la trésorerie. Les commissaires aux comptes la déclarèrent en règle. Le maréchal se leva et remercia en versant un pleur messieurs les gentilshommes de la confiance qu'ils lui faisaient. Mais l'un de ceux-ci, qui partageait les vues de Serge Ivanovitch, prétendit avoir entendu dire que, par déférence envers le maréchal, les commissaires n'avaient point vérifié la caisse. Un des vérificateurs commit l'imprudence de confirmer cette marque de confiance. Alors un petit monsieur, aussi jeune que fielleux, regretta que l'extrême délicatesse des commissaires enlevât au maréchal la satisfaction bien naturelle de rendre ses comptes. Les commissaires ayant retiré leur déclaration, Serge Ivanovitch démontra longuement qu'on devait proclamer ou que la caisse avait été vérifiée ou qu'elle ne l'avait pas été. Un beau parleur du parti opposé lui répliqua. Puis ce fut le tour de Sviatsky, auquel succéda le monsieur fielleux. On discuta fort longtemps pour n'aboutir à rien. Tout cela surprit beaucoup Lévin, et plus encore la réponse que lui fit son frère quand il lui demanda si l'on soupçonnait Sniatkov de dilapidation. « Oh non, c'est un très honnête homme, mais il faut mettre un terme à cette façon patriarcale de diriger les affaires. » Le 5e jour, on procéda à l'élection des maréchaux du district. Certains d'entre eux l'emportèrent de haute lutte, mais pour le district de Selesniev, Sviatsky fut réélu à l'unanimité et offrit le soir même un grand dîner. Chapitre 27. L'élection du maréchal de la province ne devant avoir lieu que le 6e jour, beaucoup de gentilshommes ne firent leur apparition que ce matin-là. Comme d'aucuns arrivaient de Pétersbourg, de Crimée, de l'étranger, bien des vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps se retrouvaient avec plaisir. Les 2 salles, la grande comme la petite, étaient bondées d'électeurs. Des regards hostiles, de brusques silences, des chuchotements dans les coins et jusque dans le corridor, tout dénonçait l'existence de 2 camps hostiles. Au premier abord, Lévin inclinait à ranger dans l'un les vieillards et dans l'autre les jeunes gens. Les premiers, engoncés dans des uniformes civils ou militaires, passés de mode, courts de taille, boutonnés jusqu'au cou, serrés aux entournures, bouffant aux épaules, arboraient des épées et des chapeaux à plumage. Les seconds, au contraire, se prélassaient dans des habits larges d'épaules et longs de taille, déboutonnés sur des gilets blancs. Certains portaient la tenue des dignitaires de la cour, d'autres celle du ministère de la Justice, collet noir orné de feuilles de laurier. Mais en y regardant de plus près, Lévin s'aperçut que bien des jeunes soutenaient l'ancien parti, tandis que d'aucuns, parmi les plus âgés, tenaient des conciliabules avec Sviatsky. Dans la petite salle où était installé le buffet, Lévin s'efforçait en vain de comprendre la tactique d'un groupe dont son frère était l'âme. Sviatsky, approuvé par Serge Ivanovitch, insistait auprès de Kliustov, maréchal d'un autre district gagné à leur parti, pour qu'il allât au nom de son district prier Sniatkov de poser sa candidature. Comment diantre, se disait Lévin, peut-on faire pareille démarche auprès d'un homme qu'on a l'intention de blackbouler? Stepan Arkadievitch, en tenue de chambellan, s'approcha du groupe. Il venait de faire un léger déjeuner et s'essuyait la bouche avec son mouchoir de batiste parfumé. « Nous occupons la position, Serge Ivanovitch, dit-il en arrangeant ses favoris. Et comme on lui soumettait le cas, il donna raison à Sviatsky. Un seul district suffit, déclara-t-il, celui de Sviatsky qui appartient trop ouvertement à l'opposition. Tout le monde comprit, sauf Lévin. Eh bien, Kostia, continua-t-il en prenant le bras de son beau-frère, tu me parais prendre goût à nos petites histoires. Lévin ne demandait pas mieux que d'y prendre goût, encore fallait-il qu'il comprît quelque chose. Il entraîna donc Oblonsky à l'écart pour lui demander quelques éclaircissements. « Oh, sancta simplicitas !» s'écria Stepan Arkadievitch, et en peu de mots, il lui expliqua l'affaire. Aux dernières élections, les 10 districts de la province ayant posé la candidature de Sniatkov, il avait été élu à toute boule blanche. Cette fois-ci, 2 districts voulaient s'abstenir, ce qui pouvait entraîner Sniatkov à se désister. Dans ce cas-là, l'ancien parti choisirait peut-être un autre candidat plus dangereux. Si au contraire le seul district de Sviatsky faisait bande à part, Sniatkov n'en prendrait pas ombrage. Certains opposants voteraient même pour lui, afin
que, dérouté par cette tactique, l'ancien parti accorda des voix de politesse au candidat de l'opposition lorsque celui-ci se déclarerait. Lévin ne comprit qu'à demi, et il aurait continué ses questions si tout le monde ne s'était mis à parler en même temps et à se diriger vers la grande salle. Qu'y a-t-il? Qui cela? Un pouvoir reconnu faux? Mais non, c'est Flerov qu'on ne veut pas admettre. Pourquoi cela? Parce qu'il a fait l'objet d'une enquête. Mais alors on finira par n'admettre personne, c'est absurde. Mais non, c'est la loi. Entraîné par le flot des électeurs qui craignaient de manquer un aussi curieux spectacle, Lévin arriva dans la grande salle où une vive discussion mettait aux prises le maréchal, Sviatsky et d'autres personnages importants groupés autour de la table d'honneur sous le portrait du monarque. Chapitre 28. Les voisins de Lévin l'empêchaient d'entendre. L'un avait la respiration rauque, les bottines de l'autre craquaient. Il distingua pourtant la voix douce du vieux maréchal, la voix criarde du fielleux gentilhomme et enfin Sviatsky. Tous trois discutaient sur le sens de l'expression « faire l'objet d'une enquête » et sur l'interprétation à donner à un certain article de loi. La foule s'écarta devant Serge Ivanovitch. Celui-ci déclara aussitôt qu'il fallait se reporter au texte même de la loi. L'article en question précisait qu'en cas de divergence d'opinion, on devait aller aux voix. Koznichev le savait fort bien, et dès que le secrétaire le lui eut soumis, il en fit une lecture commentée. Alors, un grand et gros gaillard aux moustaches peintes et au dos légèrement voûté, engoncé dans un uniforme trop étroit dont le collet servait de soutien à sa nuque, frappa du plat de sa bague quelques coups secs sur la table et cria d'une voix de stentor. « Aux voix, pas de discussion !» Plusieurs personnes ayant voulu s'interposer et parlant toutes à la fois, le monsieur à la bague s'emporta de plus en plus sans qu'on arrivât d'ailleurs à comprendre ce qu'il disait. Il demandait au fond la même chose que Serge Ivanovitch, mais sur un tel ton d'hostilité envers lui et les gens de son bord que ceux-ci se devaient de relever le gant. Ils ne s'en privèrent pas et le maréchal dut réclamer le silence. « Aux voix ! Tout gentilhomme me comprendra, nous versons notre sang pour la patrie. Le monarque nous honore de sa confiance. Le maréchal n'a pas d'ordre à nous donner. Mais il ne s'agit pas de cela. Permettez, c'est une infamie. Aux urnes !» Clameur violente, regard courroucé, visage contracté par la haine, Lévin ne comprenait pas qu'on pût mettre tant de passion dans une affaire dont l'importance ne lui apparaissait guère, mais que Serge Ivanovitch lui expliqua. Le bien public exigeait l'échec du maréchal. Pour obtenir cet échec, la majorité des suffrages était nécessaire. Pour obtenir cette majorité, il fallait accorder le droit de vote à Flerov. Pour lui reconnaître ce droit, il fallait interpréter en un certain sens tel et tel paragraphe de la loi. Une seule voix peut déplacer la majorité, conclut Serge Ivanovitch. Mets-toi bien en tête que le souci du bien public exige avant tout de la logique et de l'esprit de suite. En dépit de cette leçon, l'irritation haineuse à laquelle étaient en proie ces hommes qu'il estimait produisit sur Lévin une fâcheuse impression. Sans attendre la fin des débats, il se réfugia dans la petite salle où les garçons du buffet dressaient le couvert. À sa grande surprise, la vue de ces braves gens à la mine placide le calma instantanément. Il crut respirer un air pur et se mit à faire les 100 pas en s'amusant au manège d'un vieux serveur à favoris gris qui, indifférent au brocart de ses jeunes confrères, leur enseignait, d'un air de souverain mépris, le grand art de plier les serviettes. Il allait adresser la parole au bonhomme quand le secrétaire du bureau des tutelles, un petit vieux qui connaissait par cœur les prénoms de tous les gentilshommes de la province, vint le relancer de la part de Serge Ivanovitch. « Monsieur, votre frère vous cherche, Constantin Dmitritch. C'est le moment de voter. » Lévin retourna dans la grande salle où on lui remit une boule blanche et suivit son frère jusqu'à la table où Sviatsky, l'air important, ironique et la barbe dans son poing, présidait au vote. Après avoir donné son suffrage, Serge Ivanovitch s'écarta devant Lévin, mais celui-ci, déconcerté, lui demanda à mi-voix, espérant que ses voisins, engagés dans une conversation animée, ne l'entendraient pas. « Que faut-il que je fasse ?» Par malheur, l'entretien cessa brusquement et la malencontreuse question fut perçue de toutes les personnes présentes. D'aucune sourirent. « Ce que vous dicteront vos convictions, répondit Serge Ivanovitch en fronçant le sourcil. Lévin rougit et déposa sa boule dans le compartiment de droite après avoir fourré sous le drap sa main droite seule. S'apercevant de cette bévue,
Il l'aggrava en dissimulant trop tard l'autre main et, complètement désorienté, opéra une retraite précipitée. 126 voix pour, 98 contre, proclama le secrétaire. Et comme on avait encore trouvé dans l'urne un bouton et 2 noix, un rire général s'éleva. Flerov était admis. Le nouveau parti l'emportait, mais l'ancien ne se tenait pas pour battu. Un groupe de gentilshommes entourait Sniedkov et le suppliait de se représenter à leur suffrage. Lévin perçut quelques bribes de son remerciement. Confiance, affection, dévouement à la noblesse, 12 ans de loyaux services. Ces mots revenaient sans cesse sur ses lèvres. Soudain, une crise de larmes, provoquée peut-être par l'affection qu'il portait à messieurs les gentilshommes ou plus probablement par l'injustice de leur procédé à son égard, l'empêcha de continuer. Aussitôt, un revirement se produisit en sa faveur et Lévin éprouva pour lui une sorte de tendresse. Comme le maréchal opérait sa retraite, il se heurta près de la porte à Lévin. « Pardon, monsieur, dit-il, mais l'ayant reconnu, il lui sourit timidement et parut vouloir ajouter quelques mots que son émoi ne lui permit pas de prononcer. La fuite éperdue de cet homme en pantalon blanc galonné dont l'uniforme était constellé de décorations, l'expression d'angoisse qu'il lut sur son visage rappelèrent à Lévin les derniers moments d'un animal aux abois. Il en fut d'autant plus frappé qu'étant allé le voir la veille pour son affaire de tutelle, il avait eu l'occasion d'admirer la parfaite dignité de sa vie. Une antique demeure parée de meubles d'autrefois, de vieux serviteurs à la mise négligée mais aux manières respectueuses, anciens serfs qui n'avaient point voulu changer de maître. Une grosse et excellente femme en châle et bonnet de dentelle, en train de caresser sa charmante petite fille. Un jeune collégien, déjà beau garçon et dont le premier soin en rentrant avait été de baiser la main du papa. Les propos affectueux et les manières imposantes du maître du logis. Tout cela en avait fort imposé à Lévin. Aussi, pris de pitié pour le malheureux vieillard, voulut-il lui redonner du courage. « J'espère que vous nous restez, lui dit-il. « J'en doute, répondit le maréchal en jetant autour de lui un regard troublé. Je suis vieux et fatigué. Que de plus jeunes prennent ma place. Et il disparut par une petite porte. La minute solennelle approchait. Les chefs des 2 clans supputaient leur chance. L'incident soulevé par le nouveau parti lui avait fait gagner, outre la voix de Flerov, 2 autres voix encore. En effet, certains partisans de Sniedkov avaient joué à ses adversaires le bon tour d'enivrer 2 de leurs tenants et de dérober l'uniforme d'un 3e. Sviatsky déjoua cette manœuvre en dépêchant pendant le vote préliminaire quelques-uns de ces hommes qui équipèrent tant bien que mal le hobereau dépouillé et ramenèrent en fiacre un des ivrognes. « Je lui ai versé un seau d'eau sur la tête, dit l'un des délégués à Sviatsky. Il peut se tenir debout. Pourvu qu'il ne tombe pas, répondit Sviatsky en hochant la tête. Il n'y a pas de danger, à moins qu'on l'entraîne au buffet. Mais j'ai donné des ordres sévères aux tenanciers. Chapitre 29. La salle, longue et étroite, où se trouvait le buffet, était pleine à craquer et l'agitation allait croissant, surtout parmi les meneurs qui supputaient à une voix près les chances de leurs candidats. Le gros de l'armée se préparait à la lutte en se restaurant. D'autres fumaient ou discouraient en arpentant la salle. Lévin n'avait pas faim. Il n'était pas fumeur. Il ne voulait pas non plus se joindre à ses amis, parmi lesquels Perorev Vronsky en uniforme d'écuyer de l'empereur. Il l'avait aperçu dès la veille et ne désirait à aucun prix le rencontrer. Il se réfugia près d'une fenêtre, examinant les groupes qui se formaient, prêtant l'oreille à ce qu'on disait autour de lui. Il éprouvait une certaine tristesse à voir tout le monde plein d'entrain, tandis que lui seul, en compagnie d'un très vieil officier de marine édenté et bredouillant, ne prenait intérêt à rien du tout. Ah, l'animal! Je l'avais pourtant assez chapitré, mais non, 3 ans n'ont pas suffi à monsieur pour faire ses préparatifs. Proféra d'un ton énergique un hobereau à la taille moyenne et quelque peu voûté, dont les cheveux pommadés retombaient sur le collet de sa tunique brodée et dont les bottines neuves, achetées sans doute en vue de ce grand jour, craquaient furieusement. Il jeta sur Lévin un regard peu amène et se retourna brusquement tandis que le petit bonhomme auquel il s'adressait lui répliquait d'une voix de fistule. « Oui, vous avez raison, l'affaire n'est pas claire. » Lévin vit ensuite venir à lui toute une bande de gentillâtres qui entouraient un gros général et fuyaient de toute évidence les oreilles indiscrètes. « Il ose prétendre que je lui ai fait dérober sa culotte. Soyez certain qu'il a dû la vendre pour la boire. Je me moque pas mal qu'il soit prince.
C'est dégoûtant de tenir des propos pareils. Permettez, disait-on dans un autre groupe, la loi est formelle, la femme doit être inscrite au registre de la noblesse. Je me moque pas mal de la loi, on est gentilhomme ou on ne l'est pas, et si je le suis, alors peut-on m'en croire sur parole? Que diantre! Que diriez-vous d'un verre de fine champagne, Excellence? Un autre groupe surveillait de près un personnage criant et gesticulant qui n'était autre que l'ivrogne rescapé. J'ai toujours conseillé à Marie Semyonovna de louer sa terre. Elle n'y trouve pas son compte, disait un monsieur à moustache grise qui arborait un antique uniforme de colonel d'état-major. Lévin reconnut aussitôt le vieux propriétaire qu'il avait rencontré chez Sviatsky. Leurs regards se rencontrèrent. « Charmé de vous revoir, dit le vieillard en abandonnant son groupe. Si j'ai bonne mémoire, nous avons fait connaissance l'an dernier chez Nicolas Ivanovitch. Comment vont vos affaires ? De mal en pire, répondit le vieillard d'un ton posé et convaincu, comme s'il n'en pouvait aller autrement. Mais que venez-vous faire si loin de chez vous? Prendre part à notre coup d'État? L'air résolu dont il proféra ces mots français compensait les difficultés de sa prononciation. La Russie entière paraissait être donnée rendez-vous. Nous avons jusqu'à des chambellans, peut-être des ministres, ajouta-t-il en désignant Oblonsky qui se promenait en compagnie d'un général. Sa prestance et son brillant uniforme faisaient sensation. À part les francs, répondit Lévin, l'importance que peuvent avoir ces élections m'échappe complètement. Quelle importance voulez-vous qu'elles aient? C'est une institution périmée qui ne se prolonge que par la force d'inertie. Voyez tous ces uniformes. Il n'y a plus de gentilshommes, monsieur, il n'y a que des fonctionnaires. S'il en est ainsi, que venez-vous faire aux sessions? L'habitude, monsieur, l'habitude et l'intérêt, car, outre une sorte d'obligation morale, j'ai besoin d'entretenir certaines relations. Mon gendre, voyez-vous, n'est pas riche, il cherche une place, il faut lui donner un coup d'épaule. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir ici des personnages comme celui-là, dit-il en désignant le monsieur dont le ton fielleux avait frappé Lévin pendant les débats qui précédèrent le vote. Ce sont des nobles nouveaux styles. Nouveau style tant qu'il vous plaira, mais peut-on appeler nobles des gens qui s'attaquent aux droits de la noblesse? Puisque selon vous, c'est une institution qui a fait son temps. D'accord, mais il y a des institutions vieilles qui doivent quand même être respectées. Est-ce que Sniedkov, nous ne valons peut-être pas grand-chose, mais nous n'en avons pas moins duré 1000 ans. Qu'il vous prenne fantaisie de créer des parterres devant votre maison, vous n'allez pas pour autant abattre l'arbre séculaire qui l'ombrage. Non, pour tortue qu'il soit, vous tracerez vos allées et vos corbeilles de façon à tirer profit du vieux chêne. Celui-là ne repousserait pas en un an. Il avait débité cette tirade avec une certaine circonspection. Et pour détourner l'entretien, « Eh bien, et vos affaires ?» demanda-t-il à Lévin. « Ça ne va guère bien, du 5% tout au plus. Et vous ne comptez pas vos peines, qui vaudraient bien aussi une rémunération. Quand j'étais au service, je touchais 3000 roubles de solde. Maintenant que je fais de l'agriculture, je travaille bien davantage sans toucher un sou. Et je m'estime content quand je tire, comme vous, 5% de ma terre. Pourquoi vous obstinez-vous? L'habitude, monsieur, l'habitude. Bien mieux, continua-t-il en s'accoudant à l'appui de la fenêtre, car il semblait prendre goût à l'entretien, bien mieux, j'ai beau savoir que mon fils n'a aucune disposition pour la culture. Il n'aime que la science, voyez-vous. Je viens encore de planter un verger. C'est vrai, dit Lévin, on dirait que nous sentons un devoir à remplir envers la terre, car pour ma part, je ne me fais plus d'illusions sur le rendement de mon travail. J'ai pour voisin un homme de négoce. L'autre jour, il est venu me faire visite, et quand je lui eus tout montré, savez-vous ce qu'il m'a dit? Mes compliments, Stepan Vassilievitch, vous menez bien votre barque. Mais moi, à votre place, je jetterais bas ces tilleuls-là en pleine sève comme de juste. Vous en avez bien là 1 millier. Et chacun vous donnerait de quoi faire 2 bonnes poutres d'ispa. On en demande beaucoup au jour d'aujourd'hui. Et du prix que j'en tirerais, j'achèterais pour pas grand-chose du bétail, ou bien une pièce de terre que je louerais très cher aux paysans, acheva en souriant Lévin, qui connaissait de longue date ce genre de raisonnement. Et il se ferait une fortune là où nous serons trop heureux de garder notre terre intacte et de pouvoir la léguer à nos enfants. Vous êtes marié, m'a-t-on dit. Oui, répondit Lévin avec une orgueilleuse satisfaction. N'est-il pas surprenant que nous restions ainsi attachés à la terre, comme les vestales au feu sacré? Le vieillard sourit sous ses moustaches blanches.
D'aucuns, comme notre ami Nicolas Ivanovitch ou comme le comte Vronsky, qui vient de se fixer sur ces terres, prétendent faire de l'industrie agricole. Mais jusqu'ici, ça n'a servi qu'à manger son capital. Mais pourquoi ne faisons-nous pas comme votre marchand, reprit Lévin qui tenait à son idée. Pourquoi n'abattons-nous pas nos arbres? À cause de notre manie d'entretenir le feu sacré, comme vous dites. Et puis, que voulez-vous? Vendre des arbres n'est pas le fait de gentilshommes. Nous avons un instinct de caste qui dirige nos actions. Les paysans ont aussi le leur. Les meilleurs d'entre eux s'entêtent à louer le plus de terre possible, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils la cultivent quand même, bien souvent à perte. Tout à fait comme nous, dit Lévin. Je suis fort heureux d'avoir renoué connaissance avec vous, ajouta-t-il en voyant approcher Sviatski. Je n'avais pas revu monsieur depuis notre rencontre chez vous l'année dernière, dit le vieillard en se tournant vers le nouveau venu. Nous venons de causer à cœur ouvert. Et de médire du nouvel ordre de choses, insinua Sviatski en souriant. Si vous voulez. Il faut bien se soulager le cœur, n'est-ce pas? Et je vais m'arrêter là parce que je comptais faire une petite lecture aujourd'hui. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Voilà, c'est une lecture, on va dire, efficace et sans ajout. Je vous remercie. Faites bien attention à vous surtout. Et à très bientôt. Merci encore. Je me trompe toujours.